Bon, eh bien, nous allons reprendre le cours de la semaine dernière qui, vous vous en souvenez, était consacré à RUNX1. RUNX1, c'est le prototype du gène maître. C'est un gène qui va permettre l'émergence, pendant le développement embryonnaire, des cellules souches hématopoïétiques. Et c'est un gène qui, outre ses qualités importantes de définition d'un type cellulaire au moment du développement, est également fortement impliqué dans des cancers, comme nous l'avons vu dans le dernier cours, avec des translocations fréquentes dans les leucémies qui vont conduire à des gènes de fusion qui vous sont représentés ici, soit de RUNX1, soit de son partenaire CBF, comme nous allons le voir aujourd'hui. Donc, continuons cet inventaire des translocations associées à la voie de signalisation RUNX1 CBF-bêta. Donc, avec les fusions CBF-bêta MYH11, qui correspond au niveau cytogénétique à une inversion au sein du chromosome 16. Il s'agit de leucémie aiguë myéloïde de la classification morphologique M4, et ces leucémies aiguës myéloïdes associées à ces translocations ont par ailleurs un relativement bon pronostic avec les traitements conventionnels et appartiennent donc avec les autres leucémies myéloïdes impliquant RUNX1 à ce qu'on appelle les core binding factor leukemia, puisque c'est toute cette voie de signalisation RUNX1 et CBF-bêta qui est altérée. Donc, comme dans le cas que nous avons étudié la semaine dernière de AML1 et tau, nous avons une dimérisation de CBF-bêta à travers son partenaire MYH11. Donc, ce sont des complexes dimériques de grande taille qui vont se fixer à l'ADN. Et d'une manière qui ne vous surprendra pas, si l'on fait des transgéniques CBF-bêta MY11 constitutives, eh bien, on va avoir un blocage de la fonction de RUNX1 in utero, donc exactement comme dans le cas de l'inactivation complète de RUNX1 de CBF-bêta ou pour les transgéniques AML1 et tau, ce qui renforce donc l'idée qu'il y a une interférence négative avec la voie de signalisation RUNX1, au moins celle qui est impliquée dans l'émergence des cellules souches hématopoïétiques. Néanmoins, cette inactivation est plus sévère que celle observée simplement par l'inactivation génique de RUNX1, et en particulier, chez ces transgéniques, on a un effet sur l'érythropoïèse primitive, alors que cette érythropoïèse primitive a été peu ou pas perturbée par l'inactivation de RUNX1. Et donc, on avait là une première indication qu'il pourrait y avoir des gains de fonction de cette protéine de fusion. Non seulement, donc, on va avoir une interférence négative avec la signalisation normale de RUNX1, mais peut-être qu'on va avoir des interférences avec d'autres voies de signalisation qui pourraient contribuer à la leucémogenèse. Ce qui a également été montré, c'est qu'il faut absolument une signalisation RUNX1 résiduelle, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir un allèle au moins fonctionnel de RUNX1 pour avoir le développement de la maladie. Et des études de biologie moléculaire que je vais vous détailler dans un instant a pu montrer au fond que les cibles transcriptionnelles étaient relativement différentes de celles de RUNX1. Alors néanmoins, c'est bien cette fusion qui est à l'origine de la maladie, puisque si on fait maintenant une expérience classique dans laquelle, en utilisant des RNA interférents, on va pouvoir éteindre l'expression de cette fusion CBF-bêta MYH11, eh bien, on va induire une différenciation avec des voies vers les mégacaryocytes, des basophiles, des monocytes, et inversement, une répression des programmes liés à l'auto-renouvellement, donc des programmes des myeloid stem cells. Donc, ceci est attendu, et parmi les voies de signalisation ou les gènes individuels dont on a pu montrer qu'ils étaient désactivés au moment de l'inactivation de la protéine de fusion, on trouve en particulier des gènes cibles extrêmement importants de la voie Notch, qui est une voie importante dans l'auto-renouvellement des progéniteurs.
Alors là où les choses ont commencé à être un peu moins claires, c'est qu'il existe des mutants naturels, des variants d'épissage ou des variants de translocation de ces protéines de fusion CBF-bêta et MYH11 et qui se lient moins bien au gène RUNX1. Et paradoxalement, alors que tout de même le modèle fondamental restait un modèle de dominant négatif, d'interférence négative avec la voie de signalisation RUNX1, eh bien, ces mutants qui lient moins bien RUNX1 sont paradoxalement plus transformants que la protéine de fusion normale, suggérant encore une fois que cette interférence avec la voie RUNX1 peut-être participe au processus de leucémogénèse, mais n'est pas absolument centrale. Et puis, il y a eu assez rapidement, et ça, ce sont des études du groupe de Stannenberg publiées il y a quelques années, alors que le postulat depuis une quinzaine d'années était que ces protéines de fusion associées à la voie RUNX étaient des répresseurs, eh bien, des études de ChIP-seq approfondies, qui sont résumées ici, montrent qu'effectivement, sur les sites de liaison, on va retrouver CBF-bêta et MYH11, c'est normal. On va aussi retrouver RUNX1, montrant que dans ce cas-là, la reconnaissance de l'ADN fait appel à la partie RUNX1, donc de liaison à l'ADN du complexe. Et puis, de manière tout à fait surprenante, ce qu'on va trouver, c'est une histone H3 acétylée, c'est-à-dire en fait une marque d'activation génique, pas du tout une marque de répression, mais une marque d'activation génique. Et on voit lorsqu'on fait la somme, l'analyse au niveau de tout le génome de ces sites de liaison de la protéine de fusion, eh bien on voit que contrairement aux sites de liaison à RUNX1, on va avoir un très fort enrichissement dans protéine H3 acétylée, signature donc de promoteurs actifs, suggérant au fond que même s'il existe un effet dominant négatif sur la voie RUNX1 qui va être à l'origine de ce blocage de l'hématopoïèse, de la primitive, blocage de la fonction de la formation des cellules souches, eh bien, dans la plupart des cas, cette protéine de fusion a plutôt des propriétés d'activateur de la transcription. Alors, pour mémoire, on va maintenant parler d'un autre type de fusion, les fusions TEL-RUNX1, qui correspondent à la translocation 12-21, et elle est retrouvée dans à peu près 20%, donc un nombre assez important, significatif, des leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant. Donc, contrairement aux autres fusions RUNX qui étaient associées à des maladies myéloïdes, des leucémies touchant la voie myéloïde, eh bien ici, on a des leucémies touchant la voie des lymphocytes B avec un phénotype qui est plutôt un phénotype pré-B. Alors, cette protéine de fusion TEL est peut-être un répresseur de la transcription, c'est également un facteur de transcription. Il est capable également d'oligomérisation. On retrouve là ce thème assez fréquent de l'oligomérisation des protéines de fusion. Et parmi les cibles, eh bien, on retrouve le gène dont on a déjà parlé, PU1, qui est l'un des gènes d'aval de RUNX, et puis également le gène qui fera l'objet de la deuxième partie du cours et de la fin du cours, qui s'appelle CBP-alpha, qui est également un gène extrêmement important dans la différenciation hématopoïétique. Alors, de manière assez intéressante, la génomique de ces leucémies a montré une perte de l'allèle normal du gène TEL, donc pas l'allèle transloqué, mais l'allèle résiduel. Cet allèle résiduel est très souvent perdu dans les leucémies, suggérant donc qu'il peut correspondre à un des événements de progression. Et puis, il y a d'autres anomalies de gènes maîtres qui ont été décrites, en particulier PAX5. Et PAX5 est un gène qui est extrêmement important dans la détermination du phénotype lymphocytaire, dans la différenciation lymphoïde. Eh bien, il y a souvent des mutations ou des pertes de PAX5 dans ces leucémies. Alors, j'ai choisi de vous parler de ces leucémies parce que les travaux d'un groupe anglais dirigé par un collègue qui s'appelle Mel Greaves, depuis une vingtaine d'années, a beaucoup étudié ces leucémies au niveau de leur histoire naturelle et en particulier à travers des études de jumeaux. En effet, il avait été montré par des études cliniques il y a une trentaine d'années qu'il existait des concordances extrêmement fréquentes
entre des leucémies chez des jumeaux, et uniquement lorsqu'on avait affaire à des jumeaux monozygotes et monocoriaux, c'est-à-dire des jumeaux pour lesquels le placenta est partagé entre les deux jumeaux. Et donc l'hypothèse qui avait été suggérée dès le départ, c'est au fond que dans ce cas-là, le premier événement, ce premier événement initiateur de la leucémie dont je vous ai parlé dans le premier cours, ce premier événement initiateur avait lieu au fond pendant la vie embryonnaire, et que ce clone de quelques milliers de cellules, ce clone préleucémique, au fond, allait être partagé entre les deux jumeaux. Et effectivement, des travaux de Malgreaves ont montré il y a une vingtaine d'années que si on fait maintenant une réaction de PCR pour amplifier le point de jonction au niveau génomique de la translocation, eh bien, chez les deux jumeaux, on va trouver exactement le même point de jonction. Évidemment, ce point de jonction du réarrangement, ce point de jonction de la translocation, est une signature moléculaire du fait que c'est la même cellule qui a initié la maladie chez les deux enfants. Et ceci donc démontre de manière formelle que dans le cas de cette maladie induite par ces fusions tel-AML1, la translocation a lieu pendant l'embryogenèse et que ces cellules mutées, ces cellules préleucémiques immortelles, porteuses de cette mutation, peuvent passer d'un enfant à l'autre. Alors, ça, c'est évidemment très important au niveau de l'hématologie expérimentale pour comprendre ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que la concordance de la maladie entre les vrais jumeaux n'est que de 5%. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir reçu cette cellule préleucémique pour développer la maladie, et ce qui implique donc que le clone cellulaire portant la translocation ne va pas toujours conduire au développement de la leucémie, ce qui au fond était une illustration, une des premières illustrations, que tous les événements potentiellement leucémogènes ne vont pas conduire toujours au développement d'une leucémie, mais qu'un certain nombre de ces clones vont au fond disparaître de manière naturelle. Alors, l'autre chose qui a fortement renforcé cette conclusion, c'est que si on fait maintenant des recherches de fusion telle la ML1 par PCR à la naissance, eh bien, on va s'apercevoir que chez 1% des nourrissons, on va pouvoir observer des cellules qui portent cette translocation. Mais parmi ceux-là, seulement 1% vont développer la maladie, ce qui, encore une fois, implique que dans la plupart des cas, ce clone cellulaire formé pendant l'embryogenèse va disparaître, peut-être par un mécanisme de sénescence oncogénique. Et ces travaux ont également chez les donneurs sains. Alors, ceci représente donc une image d'hybridation chromosomique, ce qu'on appelle du FISH. Donc, dans des cellules normales, vous allez avoir les deux allèles qui sont séparés. Et dans la leucémie, eh bien, du fait de la translocation, ces deux allèles qui sont normalement séparés dans le noyau vont se trouver fusionnés, ce qui vous est représenté ici. Et ce que représente cette image, c'est que chez le jumeau sain, donc le jumeau qui n'est pas malade, on a néanmoins un certain nombre de cellules chez lesquelles on peut détecter cette translocation chromosomique. Il s'agit donc de ces cellules, fameuses cellules préleucémiques, qui vont pouvoir ou pas donner naissance à la leucémie. Et ceci, évidemment, a permis directement chez ces sujets qui, au fond, sont à risque mais ne sont pas malades, d'estimer l'abondance de ces cellules, et on estime qu'elles sont présentes à une abondance de 1 sur 1000 à 1 sur 10 000. Donc c'est un petit clone, et ce petit clone, dérivant d'une seule cellule, du fait de cette translocation chromosomique, va donner naissance ou pas à cette leucémie secondairement. Alors, bien entendu, il fallait faire la preuve du modèle, et donc ce que l'équipe de Malgreaves a fait ensuite, c'est de regarder dans ces leucémies dérivées de jumeaux, chez ces paires de jumeaux, quels sont les événements de progression. Et évidemment, l'attendu était que l'événement d'initiation allait être identique, mais que les événements de progression, les pertes secondaires, la perte de tel, par exemple, d'autres mutations qui vont survenir après, seraient différentes. Et effectivement, ce que cette étude a pu montrer, une étude assez récente, c'est que si la mutation initiatrice est la même entre les deux jumeaux, les événements de progression secondaire, eux, sont complètement différents, démontrant encore une fois
que ce clone a été partagé au moment de la vie embryonnaire et qu'ensuite ce clone a évolué chez chacun des deux enfants pour son propre compte, donnant naissance donc à des maladies qui vont partager la lésion centrale, la lésion initiatrice, mais pas les lésions secondaires de progression. Alors, pour finir sur ce modèle, ces patients, je vous ai dit, sont traités par chimiothérapie. Les pronostics de cette maladie est plutôt bon, néanmoins un certain nombre d'entre eux rechutent. Et donc on a pu étudier, toujours au niveau des mutations, au niveau des exomes, donc de tout le génome ou sur des zones ciblées, les événements secondaires. Et ça a été une énorme surprise, parce que ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, la signature moléculaire de la leucémie au diagnostic n'était, dans la plupart des cas, pas retrouvée à la rechute. C'est-à-dire que beaucoup des événements secondaires étaient différents entre le diagnostic et la rechute. Et donc, ce que ça voulait dire, c'est qu'au fond, la rechute ne venait pas d'une de ces cellules totalement transformées qui auraient résisté à la chimiothérapie et qui seraient mises à repousser secondairement. Ce que ça implique, c'est qu'en fait, la rechute venait de ce clone porteur d'une lésion génétique, clone qui pousse très peu, et donc ne poussant très peu, il est évidemment peu sensible à la chimiothérapie, et que ce qu'on appelait au fond une rechute était probablement une réinitiation d'une seconde maladie à partir du clone d'origine, à partir de ces quelques milliers de cellules qui avaient reçu la translocation, par exemple in utero. Donc ça, c'est une conclusion qui a été une assez grande surprise, qui ensuite a été prouvée dans de très nombreux modèles de leucémie, pour lesquels, au fond, on voit que la chimiothérapie va s'attaquer aux cellules qui poussent vite, donc les cellules qui ont toutes les anomalies génétiques, mais qu'au fond, ce clone préleucémique ne sera pas toujours éliminé, et que souvent, ce qu'on a appelé des rechutes étaient en fait des deuxièmes leucémies au niveau moléculaire. Évidemment, elles partagent la lésion initiatrice, mais au niveau moléculaire, ce sont des maladies profondément différentes. Et donc, encore une fois, cette étude, vous voyez déjà un peu ancienne, a été confirmée par de très nombreux travaux dans d'autres modèles de leucémie, montrant encore une fois que ce concept de rechute est à prendre un peu avec des pincettes, et qu'au fond, c'est plutôt une deuxième maladie. Alors, dernier type de translocation récurrente, avec Runx, touchant Runx, ce sont les translocations 3-21 que l'on observe dans des myélodysplasies secondaires ou dans des crises blastiques de leucémie myéloïde chronique. Dans ces cas-là, la fusion se fait avec un locus qui contient deux gènes, MDS1 et EVI1, EVI1 étant un gène important pour l'auto-renouvellement des souches qui peut être impliqué dans les leucémies indépendamment des fusions. Et puis on connaît, outre ces translocations récurrentes, un très grand nombre d'autres translocations impliquant toujours la région du gène Runx sur le chromosome 21 et qui n'ont pas été caractérisées au niveau moléculaire, parce qu'elles n'étaient pas très fréquentes. Donc ceci souligne néanmoins le fait que les anomalies de structure de cette protéine sont très fréquemment observées au cours des leucémies aiguës. Alors, il y a tout de même un certain nombre de paradoxes et qui ne sont pas encore vraiment bien élucidés. Eh bien, c'est que la plupart de ces fusions sont bien des inhibiteurs de la fonction de Runx1 au niveau de l'embryogénèse, avec une fonction qui est l'émergence de cellules souches. Donc, cette émergence de cellules souches ne se fait pas lorsque l'on a affaire à des transgéniques pour la translocation. Et l'autre chose qui est également tout à fait claire, c'est que pour nombre d'entre elles, l'allèle normal est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un gène Runx1 pour que la translocation conduise à une leucémie, suggérant donc l'existence d'effets doses tout à fait précis et pas totalement compris. Et ceci, bien sûr, doit être interprété en fonction de ce que je vous ai dit au dernier cours à propos de l'haploinsuffisance, disant que déjà l'haploinsuffisance, perdre un allèle du gène, avait déjà des conséquences importantes au niveau du développement des cellules souches hématopoïétiques. Donc, il faut moins de signalisation Runx1, mais encore un peu. Et puis, pour
les fusions qui ont des domaines de dimérisation, c'est-à-dire la plupart d'entre elles, il y a assez clairement des gains de fonction par dimérisation. Donc il ne suffit pas d'interférer avec la fonction normale de Runx 1, il faut également, grâce à la dimérisation, avoir de nouvelles cibles transcriptionnelles et aussi des modifications assez sensibles au niveau de l'interactome, au niveau des protéines qui vont être associées à ces gènes de fusion. Et donc ces fusions vont se fixer sur des sites Runx 1, ça a été démontré par les études pangénome, avec la plupart des facteurs de transcription qui coopèrent habituellement avec Runx 1, et on en a vu une illustration dans le cadre des fusions Runx-Eto, mais comme on l'a vu, ces fusions sont parfois activatrices. Et au fond, toute la difficulté aujourd'hui de ces études, de cette problématique, c'est d'arriver à comprendre, au sein du répertoire assez large des gènes cibles, quels sont ceux qui vont être activés, quels sont ceux qui vont être réprimés, et surtout, quels sont ceux pour lesquels les modifications de la régulation vont être importants pour la transformation cellulaire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur les translocations, mais ça n'est pas tout. Il y a également des mutations qui ont été décrites, et mutations qui ont été décrites, comme vous le voyez, sur les trois gènes Runx, avec, dans le cas de Runx 1, une prédominance de ces mutations sur le site de liaison à l'ADN, prédominance des mutations sur le site de liaison à l'ADN qui n'est pas observée pour les autres membres de la famille. Alors, comment interpréter ces mutations ? Bien, vous vous rappelez que Runx 1 est essentiel à l'autorenouvellement et à la quiescence des cellules souches hématopoïétiques, et que donc l'haploinsuffisance liée à la mutation d'un allèle pourrait induire leur prolifération et gêner leur différenciation. Elles sont observées finalement avec une fréquence qui est autour de 10% dans les syndromes myélodysplasiques, donc dans des étapes préleucémiques, des étapes dans lesquelles les cellules souches hématopoïétiques se mettent à pousser mais ne se différencient pas bien, qui est un étape au fond préleucémique. Également dans les leucémies aiguës à karyotype normal, elles sont présentes dans 15% des cas, et dans pratiquement tous les cas, elles sont associées à un mauvais pronostic. Alors de manière intéressante, et on va y revenir, ces mutations de Runx 1 ne sont jamais associées avec des translocations impliquant Runx 1 ou jamais impliquées dans un autre type de leucémie qui sont celles associées à une fusion du gène MLL. Alors ces mutations, et on va y revenir, en fait l'absence de ces mutations dans ce contexte-là traduisent en fait le fait qu'une signalisation résiduelle par Runx 1 est absolument indispensable pour le développement de la leucémie. Alors ces mutations peuvent être monoalléliques ou bialléliques, c'est-à-dire toucher un allèle ou toucher les deux. Et en fait, il y a une relation extrêmement étroite qui a été faite entre les mutations B-alléliques et un type morphologique qu'on appelle le type M0. Donc la morphologie de type M0 est très fréquemment associée à des mutations B-alléliques de Runx 1, et ces mutations touchent principalement le domaine de liaison à l'ADN. Mais ces mutations, en fait, sont également observées dans des leucémies aiguës lymphoblastiques, en particulier des leucémies aiguës lymphoblastiques de type T, mais aussi dans des cancers du sein. Il y a une biologie et une génétique qui est émergente dans les tumeurs de la peau et les tumeurs de la sphère ORL. Donc on pourrait avoir une implication de ce gène maître des cellules souches bien au-delà de la situation au fond des leucémies, qui est la situation dans laquelle elles ont bien entendu été les plus étudiées. Et donc ceci suggère que Runx 1 pourrait avoir un rôle large et général dans la transformation, qui pourrait passer à la fois par une régulation du cycle, et on a vu qu'il y avait des éléments assez forts de lien entre le cycle cellulaire et l'état de Runx 1, ou des modifications du devenir de la cellule. Mais à côté de ces mutations, il y a également des amplifications de Runx 1 qui ont été décrites, et on sait que dans plusieurs situations biologiques, la surexpression de Runx 1 est associée à la transformation cellulaire. Et donc on a, encore une fois, cette situation un petit peu paradoxale dans laquelle, au fond, la perte ou l'augmentation de la signalisation Runx 1 va être associée au développement du cancer. Et donc ceci souligne qu'en fait, c'est la dérégulation d'un nœud
de contrôle, un nœud de signalisation extrêmement important, mais dont le rôle dépend beaucoup du contexte cellulaire dans lequel il survient. Alors, on a décrit des maladies qui sont liées à des mutations germinales de RUNX1 dans une publication fameuse de Nature Genetics il y a 20 ans, à partir de familles qui vous sont représentées ici, familles dans lesquelles on savait qu'il existait chez les porteurs de la mutation une anomalie du développement des plaquettes. Et vous vous souvenez que l'haploinsuffisance ou certaines mutations, ou certaines anomalies de RUNX1 vont donner naissance à des défauts des précurseurs des plaquettes. Et également, outre l'anomalie plaquettaire, ces patients présentent un taux important de leucémie aiguë myéloïde. Alors, ces mutations présentes chez ces familles ont été décrites. Les premières qui ont été vues touchaient assez souvent la région de liaison à l'ADN, donc le domaine RUNX1, avec soit des mutations ponctuelles, soit des mutations à du faux sens qui vont donc donner naissance à des protéines tronquées. Et donc, ces mutations ont été localisées sur le domaine de liaison à l'ADN et elles touchent rarement, en fait, l'interaction avec le partenaire CBF. Et ça, c'est des choses qui ne sont encore pas très bien comprises. Dans la craniosténose, donc dans les mutations qui surviennent sur le gène RUNX2, les mutations sont toujours dans le domaine de liaison avec le partenaire. Elles vont donc bloquer la liaison à CBF-bêta, qui va être le partenaire permettant la stabilisation de la protéine et sa liaison à l'ADN. Ici, dans la prédisposition familiale à ces leucémies aiguës myéloïdes, on va avoir des mutations qui, au contraire, sont vraiment sur les points de contact avec l'ADN. Alors, autre chose qui était assez remarquable, c'est que la perte de l'allèle normal existe, mais elle n'est pas automatique. Donc, on n'est pas du tout dans une situation comme de suppresseur de tumeurs classiques, comme dans le cas du rétinoblastome, dont nous avons parlé dans les cours précédents, pour lesquels il y a toujours une perte de l'allèle normal. Ici, la perte de l'allèle normal peut exister, mais pas toujours, encore soulignant l'importance des effets de dose dans cette maladie. Donc, dernière chose dont je voudrais vous parler sur RUNX1, c'est le rôle de l'allèle normal. Donc, je vous ai dit qu'une étude extrêmement extensive des leucémies, qui sont des maladies, peut-être les maladies qui ont été les plus étudiées au niveau de la génomique, ont montré, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait des mutations de RUNX1 un peu dans toutes les classes cliniques, sauf dans les leucémies avec fusion MLL et sauf dans les leucémies avec translocation de RUNX1. Et donc, dans cette publication, les auteurs ont voulu regarder quel était l'effet de la surexpression de RUNX1 ou de la surexpression de formes mutantes de RUNX1, mutants associés dans des leucémies, dans un certain nombre de situations de cellules hématopoïétiques. Donc ici, ce que ces auteurs ont réalisé, c'est une surexpression par transduction rétrovirale de ces différentes protéines dans du sang de cordon, donc dans des progéniteurs normaux. Et ce que vous voyez, c'est que ces cellules poussent, mais ne sont pas enrichies, c'est la représentation ici en noir, et que la surexpression de RUNX1 va conduire à la perte progressive de ces cellules, perte progressive qui traduit le fait qu'elles se différencient. Et donc ceci, c'est attendu. Chez des cellules normales, la surexpression de RUNX1 va induire la différenciation myéloïde, et donc on va avoir une perte de ces cellules transduites. Alors, ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'il y a un certain nombre de mutants en particulier dans le domaine de liaison à l'ADN, qui vont avoir le même effet et donc être éliminés, alors que d'autres mutants, et regardez par exemple celui en bleu, ces deux-là, en bleu clair ou en orange, d'autres mutants, au contraire, vont avoir un avantage sélectif, ce qui montre bien la complexité de l'étude de ce gène, puisque si RUNX1 différencie, certains mutants vont transformer et d'autres vont tuer ces cellules.
Et donc, si on regarde maintenant dans des systèmes de cellules primaires transmites par exemple par Runx-Seto, eh bien, on va voir que l'expression de Runx1 normal, là encore, va conduire à une disparition de ces cellules, mais aussi, et de manière paradoxale, la surexpression des mutants. Et ceci donc, traduit probablement le fait que Runx1 dans ce système va s'opposer au fond à l'effet dominant négatif de la protéine de fusion sur la protéine Runx, et que par contre, comme je vous le disais, l'expression d'un mutant dans le domaine de liaison à l'ADN va également avoir un effet extrêmement défavorable sur la survie et la prolifération des cellules portant cette mutation. Donc ceci traduit encore une fois l'existence de ces phénomènes de dose. Il en faut un petit peu, mais pas trop. Surexprimer Runx1 va s'opposer à l'effet transformant de l'oncoprotéine, et inversement, surexprimer un mutant dominant négatif va également, en supprimant finalement Runx1, conduire à l'élimination de ces cellules. Alors quand on regarde maintenant des cellules transformées par MLL-AF9, donc autre classe de leucémie dans laquelle on n'a jamais trouvé de mutation de Runx1, eh bien, vous voyez que là, la situation est différente. Finalement, la surexpression de Runx1 dans ce modèle-là ne fait rien. Par contre, l'expression des mutants du domaine de liaison à l'ADN va avoir un effet extrêmement défavorable, vous voyez, conduisant à l'élimination en une vingtaine de jours de ces cellules, démontrant que dans ce modèle de leucémie, une signalisation normale par la protéine Runx1 est absolument indispensable, et donc il faut la fonction de ce gène est nécessaire à la prolifération et à le maintien en vie de ces cellules transformées. Alors ça, on va y revenir parce que ça a été à l'origine d'études que nous allons voir bientôt pour annuler cette fonction normale de Runx1. Et puis on va revoir dans le cours prochain exactement la même observation pour un autre facteur de transcription, CBP-alpha, dont il a été montré également, et de manière un peu inattendue, que son expression et sa fonction sont absolument indispensables au maintien du phénotype leucémique dans un certain nombre de modèles. Alors, on peut toujours se dire qu'au fond, ces mutants étaient surtout des mutants qui avaient aussi un gain de fonction, et donc l'expérience a été refaite maintenant avec des techniques d'inactivation, inactivation par shRNA, et vous voyez que les résultats sont exactement les mêmes. On va avoir, en particulier dans le modèle MLL-AF9, mais aussi d'ailleurs dans le modèle AML1-ETO, une très belle élimination de ces cellules en inactivant l'allèle normal de Runx1 par des techniques de shRNA. Donc, dose et contexte sont importants et sont clés pour les effets biologiques, et on a finalement pas mal de cas de figure. On a presque plus du tout, au moins plus du tout de fonction normale dans les leucémies avec double mutation, comme les leucémies AML-M0. Mais on pourrait imaginer qu'il reste un peu de fonction résiduelle parce qu'une mutation ponctuelle, évidemment, ne signifie pas qu'on va avoir annulé toutes les fonctions de la protéine. On peut avoir éliminé certaines, les fonctions canoniques, mais pas d'autres. Et à cet égard, dans certains modèles, encore une fois, certains mutants de liaison à l'ADN, dont on aurait pu penser qu'ils n'avaient pas de fonction, sont en fait des oncogènes et vont pouvoir promouvoir la prolifération cellulaire. Et on peut penser qu'il y a des mécanismes indirects dans lesquels ces protéines Runx1 peuvent se fixer sur certains promoteurs en utilisant d'autres protéines, et il y a des exemples de ça dans le développement. On peut aussi imaginer on peut également imaginer qu'il y a une titration du partenaire commun CBF-bêta, ou alors qu'il y a une titration d'autres régulateurs. Donc pas beaucoup, trop. On sait que dans le modèle des souris transgéniques CD2-MIC, eh bien, la surexpression des Runx est l'événement qui va conduire à la prolifération cellulaire et à la transformation. Et puis il y a des tests directs de transduction rétrovirale de Runx1 normal dans certains modèles, dans certains contextes, qui vont conduire à la transformation cellulaire. Et comme nous l'avons vu, Runx1 va être indispensable, l'allèle normal est indispensable dans la transformation par les fusions
CBF, les fusions CBF et d'autres types de fusions Runx, mais aussi dans les leucémies avec translocation de MLL. Et ça, c'est formellement analogue à ce qu'on verra dans le prochain cours pour un autre facteur de transcription essentiel à la différenciation myéloïde qui est CEBP-bêta. Et puis, il faut quand même un petit peu de signalisation Runx parce que si on élimine totalement l'expression des trois isoformes, si par SHRNA on éteint Runx 1, Runx 2, Runx 3, eh bien, on active très fortement P53 et on va conduire à la mort cellulaire. Alors, je vous ai parlé là de certaines fonctions qui pourraient être observées quand même chez des mutants de liaison à l'ADN. Eh bien, dans des modèles de développement, dans le modèle de drosophile, rappelez-vous de la toute première photo de mon cours la semaine dernière sur la répression de Engreld, eh bien, des études de génétique chez la drosophile ont montré que la répression de Engreld se faisait en fait en deux temps, avec un premier mécanisme qui ne nécessitait pas la liaison à l'ADN, dans lequel Runt, donc l'équivalent de Runx chez la drosophile, Runx va se fixer sur une autre protéine qui s'appelle Tramtrac, et que ceci va conduire à l'initiation de la répression de Engreld, et que secondairement, par un mécanisme moléculaire différent, à ce moment-là, la sécurisation de cette répression fait appel maintenant à la fixation de Runt sur un site spécifique et aux interactions avec Groucho et le complexe répresseur. Donc ceci montre que dans ce modèle, il y a deux phases, deux mécanismes successifs pour la répression de Engreld, mais que le premier ne fait pas appel à une liaison directe à l'ADN. Et donc on pourrait imaginer que ces mécanismes, dans le contexte de la leucémogénèse, vont permettre d'expliquer certains des effets des mutants de liaison à l'ADN dont on aurait pu penser initialement qu'ils étaient dépourvus de fonction, mais qui, sur des signalisations de ce type-là, vont pouvoir garder une fonction de modification de la régulation de l'expression génétique. Donc, maintenant, parlons du deuxième membre de la famille, Runx2. Donc, vous vous souvenez que Runx2 contrôle la différenciation osseuse et cartilagineuse. Et il existe des familles dans lesquelles on a trouvé des mutations germinales, donc des mutations constitutives de l'ADN sur un allèle de Runx2 qui conduisent à des anomalies du développement du cartilage et des os qu'on appelle les dysplasies cléido-crâniales. Et dans ce cas-là, les mutations sont toujours, au niveau moléculaire, sur l'interface de liaison avec la protéine partenaire CBF-bêta. Mais ces mutations ne prédisposent pas aux tumeurs et elles ne passent pas à l'état homozygote. Alors, par contre, dans certains ostéosarcomes, donc qui sont des tumeurs du tissu osseux, eh bien, on va avoir des amplifications de Runx2, et puis P53 diminue fortement l'expression de Runx2 au niveau transcriptionnel, et on sait que dans des fonds génétiques P53KO, il va y avoir une incidence augmentée des ostéosarcomes, et donc il a été proposé que cette incidence augmentée des ostéosarcomes, donc ces tumeurs osseuses, proviennent de la dérépression de l'expression de Runx2 par P53, qui donc favoriserait le développement de ces tumeurs. Et puis il a également été décrit une forte expression de Runx2 dans les métastases osseuses des cancers du sein et de la prostate. Alors, évidemment, ce ne sont que des indications floues, puisque dans les changements des programmes de l'expression des tumeurs au niveau métastatique, il y a des centaines, voire des milliers de gènes dont l'expression va être modifiée. Et donc, ce n'est pas parce qu'un gène est fortement exprimé qu'il va bien sûr être impliqué dans le processus métastatique. Ça n'est au mieux qu'une indication. Alors, Runx3 est également associé au cancer. Alors, l'interprétation des données est un peu plus compliquée parce que ce gène est situé dans une zone où se trouvent d'autres gènes extrêmement importants, ARID1 alpha et P73, qui sont tous les deux des gènes qui ont été associés au cancer. Et donc, on a une zone commune de délétion ou d'hyperméthylation qui va toucher les trois gènes. Alors, néanmoins, on observe une hyperméthylation du gène dans de très nombreuses tumeurs épithéliales,
Et dans la vessie, ces zones hyperméthylées, ou ces zones dans lesquelles RUNX3 est hyperméthylé, ont été définies comme des zones précancéreuses. Et l'inactivation génétique chez la souris va favoriser la transformation de nombreux épithéliums. Et on va voir un exemple tout à l'heure. Et dans de très rares situations, on a trouvé des mutations oncogéniques de RUNX3 sur le domaine de liaison à l'ADN et qui sont des oncogènes dominants et qui donc, par la surexpression de ce mutant de liaison à l'ADN, vont conduire à la transformation par des mécanismes qui ne sont pas compris, mais qui montrent néanmoins que dans certains contextes, RUNX3 peut être un oncogène, et effectivement la surexpression va favoriser la prolifération dans certains types de tumeurs, comme les tumeurs de l'ovaire et ORL. Donc encore une fois, on est face à un gène qui est important et qui, suivant le contexte, peut être plutôt tumeur suppresseur ou plutôt oncogène. Alors, il y a des preuves génétiques. Vous vous rappelez de cette figure que je vous ai montrée dans le cours précédent. Chez la souris, si on inactive l'expression de RUNX3, eh bien, on va obtenir des tumeurs pulmonaires après inactivation, donc excision du gène. Et on a une coopération oncogénique extrêmement forte, in vivo, chez la souris, entre la disparition de RUNX3 et les mutations de RAS, donc montrant qu'on a une vraie coopération oncogénique in vivo, ce qui est encore une fois une très bonne indication pour le côté anti-oncogène de la perte de RUNX3. Alors il existe des relations privilégiées également entre RUNX3 et P53, et ça pourrait être un des mécanismes par lesquels RUNX3 est un anti-oncogène. En effet, RUNX3 active l'expression de ARF, et ARF est l'un des régulateurs clés de la stabilité de P53, également un des régulateurs clés de la sénescence. Et la surexpression de l'un quelconque des trois RUNX dans des fibroblastes primaires va passer par cette voie ARF-P53. Mais inversement, l'inactivation des trois RUNX va également activer P53. Donc encore une fois, on est un peu dans du yin et du yang. Suivant les niveaux d'extinction, le nombre de gènes ou le niveau de suractivation, on va toucher à des voies extrêmement importantes comme le sont P53 ou les voies définissant le type cellulaire. Donc, comme je vous l'ai montré dans la diapo précédente, il y a une coopération extrêmement forte in vivo entre la perte de RUNX3 et l'activation de RAS dans la carcinogénèse pulmonaire, et je crois qu'il y a d'autres exemples au niveau épithélial, avec probablement deux effets qui vont concourir à cette coopération. D'une part, les effets de RUNX3 sur la différenciation terminale. Vous vous rappelez que RUNX3 est nécessaire pour la différenciation terminale de nombreux épithéliums, et puis également un blocage de la sénescence induite par RAS, puisque cette sénescence induite par RAS va impliquer la voie ARF-P53. Alors, je ne vais pas rentrer non plus complètement dans les détails, mais RUNX3 est également important pour le contrôle et l'activation de la voie du TGF-bêta, qui est une grande voie suppressive de tumeurs in vivo, et le régulateur négatif du cycle cellulaire P21 est une des grandes voies d'aval du TGF-bêta. C'est aussi d'ailleurs une des grandes voies d'aval de P53. La voie d'auto-renouvellement induite par Wnt est également importante dans la biologie des RUNX, puisque RUNX2 va être induit par la voie Wnt, et inversement, RUNX3, lui, va bloquer les effecteurs terminaux de la voie Wnt, comme TCF4, et on a observé des pertes de RUNX3 dans la carcinogénèse colique et digestive qui est fortement contrôlée par la voie Wnt. Enfin, dernière illustration, il y a également des thématiques de recherche tout à fait intéressantes sur les cancers du sein, et la surexpression du récepteur aux estrogènes alpha dans les cancers du sein. Rappelez-vous du cours de l'an dernier sur le rôle des récepteurs hormonaux dans les cancers du sein et de prostate. Eh bien, on ne connaît pas bien les raisons de la surexpression du récepteur ER alpha dans les cancers du sein.
puisque dans les cancers du sein, l'expression est beaucoup plus forte que dans la glande mammaire normale, eh bien, une des clés pourrait venir des voies RUNX, puisque RUNX2 va réprimer l'expression de R-alpha et RUNX3 va induire sa dégradation. Et donc, et par ailleurs, les estrogènes vont induire la méthylation de RUNX3. Et donc là, on a un cercle vicieux dans lequel, finalement, une perte de RUNX3 va induire une surexpression du récepteur R-alpha qui, lui, va pouvoir ensuite, encore plus, éteindre le promoteur de RUNX3. Et donc, tout ceci va créer un cercle vicieux qui, au final, va favoriser la surexpression de R-alpha, qui est l'une des signatures de ces tumeurs du sein sensibles aux œstrogènes. On va marquer quelques minutes de pause et puis ensuite on va parler des pistes thérapeutiques qui ont été développées dans ces dernières années à partir de ces modèles de contrôle de l'expression génétique par les protéines de la famille RUNX. Bon, alors à ce jour, deux pistes ont été étudiées. La première a été publiée dans Science il y a 2 ans et au fond est une piste assez astucieuse, ciblant l'inversion du 16, donc les fusions CBF-bêta MYH11. Vous vous rappelez que ces fusions dimérisent, c'est un élément important de la physiopathologie, et que par ailleurs, CBF-bêta va pouvoir fixer RUNX, donc donnant par dimérisation la capacité de se fixer à la fois mieux à l'ADN et peut-être à des cibles différentes. Et donc, ce que ces auteurs ont imaginé, c'est au fond de faire une petite molécule qui va cibler l'interface entre CBF-bêta et RUNX1, et cette molécule de la rendre dimérique. Et en la rendant dimérique, on va acquérir un effet beaucoup plus fort sur les fusions, ces fusions artificielles qui sont la signature de la maladie, plus que sur les complexes normaux entre RUNX1 et CBF-bêta. Et donc l'idée qui sous-tendait cette approche était de se dire qu'au fond, il fallait faire une molécule qui ait une affinité trop faible pour un complexe RUNX1 CBF-bêta, mais qui, du fait de cette branche qui lui confère autodimérisation, va cibler de manière plus efficace les fusions CBF-bêta, MYH11, puisque là, on va avoir 2 domaines d'interaction plutôt qu'un, et qu'en ayant 2 domaines d'interaction plutôt qu'un, on va pouvoir avoir des complexes stables avec ces fusions anormales, mais pas avec le facteur de transcription normal. Alors, cette idée était osée, mais ça fonctionne, on va le voir. Et donc, retenez bien que la dimérisation forcée de cette molécule, par l'intermédiaire ici de ce bras qui va lier les 2 molécules monomériques, va permettre un ciblage préférentiel des formes artificiellement dimérisées associées aux tumeurs. Alors effectivement, pour la régulation d'expression génétique, ça marche. Et ces auteurs ont donc étudié la transcription d'un certain nombre de gènes cibles de la voie RUNX dans une cellule, dans une lignée cellulaire qui porte la translocation, donc qui va exprimer la fusion. Et vous voyez que l'exposition à cet agent thérapeutique va induire, de manière parfois extrêmement importante, l'activité des gènes cibles. Donc on va déréprimer les gènes
dont la transcription était contrôlée par le produit de fusion. Et si, inversement, on se place dans un cas de lignée contrôle qui ne possède pas la translocation, donc pour lesquels il n'y a pas de fusion CBF-bêta MY11, eh bien on voit dans ces cas-là que ces molécules n'ont pas d'effet transcriptionnel. Et donc ceci va traduire le fait que grâce à ces deux domaines, on va pouvoir se fixer fortement sur ces dimères artificiels sans pour autant interférer avec la fonction de la protéine normale. Évidemment, tout le problème du traitement anticancéreux, c'est ce qu'on appelle l'index thérapeutique, c'est-à-dire en fait arriver à avoir un effet majeur sur les voies de signalisation ou sur les cellules qui sont anormales, tout en préservant les cellules normales et en préservant les voies de signalisation normales. Et ici, c'est bien ce qui est réalisé, puisque la voie de signalisation normale est peu affectée, alors que, inversement, la répression des cibles de la translocation, elle, est obtenue, comme vous le voyez, de manière assez importante. Alors, ces études de transcription ont été complémentées par des études directes de complexes protéiques. Et donc, ici, ce que les auteurs ont réalisé, c'est une précipitation, une immunoprécipitation donc, du complexe protéique à partir d'un anticorps RUNX1. Donc, ils vont précipiter et étudier toutes les protéines liées à RUNX1. Et parmi ces protéines liées à RUNX1, on va bien sûr avoir la protéine normale, CBF-bêta, et puis la protéine de fusion, la protéine oncogénique, CBF-bêta, MY11. Et ce que vous voyez, donc, c'est qu'en réponse au traitement, on va avoir un décrochage progressif, mais assez impressionnant, de la protéine oncogénique, sans pour autant toucher aux complexes normaux. Et donc, ceci peut être quantifié. On va avoir, vous voyez, au fur et à mesure du traitement, un décrochage de cette protéine, de la protéine RUNX1, et donc décrochage au moins de la majorité des cibles sur l'ADN. Encore une fois, dans des lignées contrôle, par contre, là, il ne se passe rien. Donc, montrant à nouveau la spécificité de cet agent pour les formes artificiellement dimérisées de RUNX1. Alors après, la question, c'est toujours qu'est-ce qui se passe. Faire de la biochimie dans un tube à essai, c'est toujours très bien, mais à un moment donné, il faut quand même passer à des modèles vivants pour savoir si on a vraiment un index thérapeutique, à la fois si on n'est pas trop toxique, parce que ce n'est pas parce qu'on ne fait rien dans une lignée cellulaire qu'on va faire rien au niveau d'un organisme, et puis savoir si on va avoir un effet thérapeutique significatif. Et là, la réponse, c'est plutôt oui. Donc, ce sont des modèles en général de rongeurs. Donc, je pense qu'ici, c'était des modèles de souris dans lesquels on a injecté des cellules leucémiques, que ce soit des lignées cellulaires ou des modèles génétiquement définis de leucémie. Et puis, on va traiter tous les jours, pendant une semaine. En l'absence de traitement, on a une mortalité au bout d'un mois. Et vous voyez que le traitement a un véritable effet thérapeutique. Néanmoins, le traitement ne suffit pas à guérir. C'est-à-dire qu'on a effectivement, dans ce modèle, réussi à désactiver en partie les voies de signalisation dépendantes des complexes CBF-bêta MY11 RUNX1, mais ça n'a pas suffi. Ça a permis de doubler la survie moyenne des souris, mais néanmoins, ça n'a pas permis d'éradiquer la maladie, ce qui suggère que cette approche doit être complémentée soit par des produits de plus grande affinité qui vont être plus efficaces pour décrocher la protéine RUNX1, soit par l'interférence simultanée avec une autre voie de prolifération. Donc ça, c'était une première approche, vous voyez, qui est entièrement fondée sur la capacité de ce produit à se fixer préférentiellement, voire uniquement, sur les formes dimériques de la protéine. Alors l'autre approche qui a été publiée cette année par un groupe japonais est très différente et fondée au fond sur l'idée que dans certaines situations, la protéine RUNX1 est indispensable. Je vous en ai montré des illustrations. Vous avez vu que si on mettait des dominants négatifs, si on inactivait la protéine RUNX1 normale,
on va arriver à réduire la prolifération cellulaire. Et donc ce que ces auteurs se sont proposés de faire, c'est au fond de trouver des médicaments qui puissent mimer cette inactivation des protéines normales. Donc cette fois-ci, la cible, c'est la protéine normale, ou sont les protéines normales, comme on va le voir. Donc d'abord, ils ont montré à nouveau que dans 2 lignées cellulaires, l'inactivation ici par shRNA des protéines RUNX1 a un effet antiprolifératif majeur. Donc ça, c'est une validation des études précédentes, montrant encore une fois que dans certains systèmes, il faut impérativement un certain niveau de signalisation par RUNX. Et puis, ils ont regardé ce qui se passait au niveau de voies de mort, et ce qu'ils voient, c'est une activation de la protéine P53, retrouvant donc là le fait que ces protéines RUNX sont très liées à la signalisation P53. Donc on a non seulement une augmentation assez forte de la stabilité de la protéine, on a une augmentation d'une phosphorylation activatrice, et puis on va activer les cibles, et on va les activer aussi bien en protéines qu'en ARN, et ce sont en particulier les cibles d'arrêt de cycle, P21, qui est donc le gène universel de l'arrêt de cycle, mais aussi des gènes d'apoptose, comme BAX ou PUMA, et effectivement, on va trouver des signes d'apoptose avec le clivage de PARP et l'activation de la caspase-3, qui sont des signes tout à fait classiques de mort cellulaire. Donc ceci traduit le fait que ces cellules, non seulement se sont arrêtées de pousser, mais elles ont commencé à mourir. Parce qu'arrêter de pousser, c'est bien, mais commencer à mourir dans le cas d'une cellule cancéreuse, c'est plutôt mieux. Donc ensuite, de manière assez classique, ces auteurs ont donc fait des études de transcriptome, des études de chip, et en multipliant les différents systèmes, ils arrivent à un noyau central de ces gènes d'intérêt qui sont régulés par RUNX1 dans un certain nombre de lignées cellulaires, et puis ils vont se focaliser sur 2 des gènes identifiés. Pourquoi ? Parce que ces gènes, au fond, sont des gènes bien connus pour être impliqués dans la stabilité de P53, et donc qui pourraient expliquer cette stabilisation de P53 lors de l'inactivation de RUNX1. Alors, effectivement, ils vont vérifier, ça ce sont des études de transcriptome, ils vont ensuite aller vérifier au niveau des protéines qu'effectivement on a bien une traduction protéique de ces signatures transcriptionnelles, et c'est bien le cas. Vous voyez que l'inactivation de RUNX1 dans ces modèles va conduire à une presque complète élimination de TRIM24 et de BCL11A, en parallèle avec la stabilisation de P53. Donc, dans ces études, qui sont des études relativement classiques de recherche de cibles, qu'est-ce que l'on va faire ensuite ? Eh bien, on va essayer de voir si ces cibles sont vraiment des bonnes cibles, et on va chercher à voir ce que va faire l'inactivation de ces cibles transcriptionnelles de RUNX1. Et ce qui est tout à fait remarquable ici, c'est que, encore une fois, l'inactivation de RUNX1 par 2 shRNA différents va conduire à un arrêt de prolifération et à de la mort, donc ça c'est le contrôle positif. Mais si on inactive si on réexprime BCL11A, eh bien on va retrouver la croissance normale, impliquant donc la chute de l'expression de BCL11A dans l'arrêt de prolifération. Et la même chose est observée pour TRIM24. Vous voyez que si on surexprime TRIM24, eh bien, on va retrouver une prolifération normale. Et il en est de même d'ailleurs pour P53. Si on inactive P53, cette fois-ci, eh bien, on va retrouver la prolifération normale. Donc ceci suggère que dans ce modèle, l'élimination de RUNX1 va conduire à une activation de P53 et qu'au moins en lignée, cette activation de P53 est responsable de l'arrêt de cycle et de la mort et peut être mimée par la surexpression de protéines impliquées dans la stabilité de P53, ce qui commence à constituer ce qu'on appelle un axe de signalisation, où on peut arriver à établir une hiérarchie dans ces différents phénomènes. Donc RUNX1 contrôlant TRIM24 et BCL11, qui à leur tour vont contrôler P53, lequel est responsable de la mort. Alors ensuite, ces auteurs se sont dit, au fond, inactiver RUNX1, on ne sait pas faire. Par contre, on connaît bien le consensus de RUNX1,
et on est capable aujourd'hui de faire des petites molécules qui vont mimer ce site et qui vont aller occuper ce site, et qui, en occupant ce site, vont donc bloquer la signalisation par RUNX1. Et ce qu'il voit à ce moment-là, eh bien, c'est qu'on va avoir effectivement, avec ces différents produits, qui sont parfois d'ailleurs couplés à des intercalants de l'ADN, on va avoir une désactivation transcriptionnelle des gènes cibles de RUNX1, comme l'IL3 ou le colony stimulating factor 2. Et ceci va conduire à cette signalisation d'arrêt de cycle et d'apoptose, et à la désactivation de l'expression de BCLA11 et de TRIM24. Et donc, ce que ça suggère, c'est qu'au fond, ces oligonucléotides, cette petite molécule modifiée capable de se fixer au site de liaison, va finalement mimer in cellulo l'inactivation de RUNX1 et induire cette cascade d'événements qui avait été étudiée précédemment avec donc, la désactivation des gènes cibles, l'activation des gènes cibles de P53, aussi bien dans sa composante antiproliférative que dans sa composante pro-apoptotique. Bon. Alors, est-ce que c'est un réactif universel? Eh bien, l'impression de ces auteurs, c'est peut-être oui, et au moins dans des lignées, on a des effets extrêmement forts, vous voyez, avec des IC50 de l'ordre du micromolaire, donc des effets thérapeutiques majeurs dans des lignées de leucémie, bien sûr, qu'elles soient myéloïdes ou lymphoïdes, mais aussi dans toutes sortes de lignées cancéreuses. Et par contre, lorsqu'on en a affaire à des lignées présentant une mutation P53, là, il n'y a plus aucun effet, avec, vous voyez, des IC50 qui sont vraiment au plafond. Ceci suggérant, au fond, que la voie RUNX, parce qu'évidemment, dans cette situation, on va inhiber les trois, puisqu'on inhibe le site de liaison, on va inhiber directement les trois paralogues, RUNX1, RUNX2, RUNX3, eh bien, on peut-être quelque chose d'assez général sur la transformation cellulaire et sur le contrôle de l'activité de P53. Alors, dernière question, bien sûr. Guérir des lignées, c'est très bien, mais encore une fois, il faut passer à des systèmes vivants. Et dans des systèmes de souris, que l'on regarde d'ailleurs par bioluminescence la masse tumorale qui vous est représentée ici, ou que l'on regarde la survie, eh bien, on va avoir dans tous les cas, et avec des modèles cellulaires différents, un effet sur la survie et un effet antitumoral important de ces molécules par injection, suggérant donc qu'il y a effectivement un effet thérapeutique in vivo, mais néanmoins, encore une fois, on prolonge la survie, mais on n'éradique pas la maladie, suggérant qu'il faut soit améliorer encore l'affinité, soit combiner avec d'autres choses. Alors, pour conclure, ce que je voulais vous dire sur RUNX1, c'est qu'au fond, c'est une famille de protéines extrêmement anciennes. On a vu dans l'évolution que quasiment dans des formes extrêmement archaïques de la vie, on a déjà un équivalent de RUNX1 et qui va avoir un effet critique sur le devenir des cellules souches et des progéniteurs. On a une génétique extrêmement élégante qui a été étudiée en très grand détail avec des inactivations complètes, partielles, des knock-in, tissus spécifiques et autres, et qui a révélé l'importance critique du système d'étude, encore une fois, des cellules primaires et des conditions physiologiques. L'étude de la génomique des leucémies a révélé que ces gènes RUNX, et en particulier RUNX1, sont des gènes extrêmement importants dans le cancer, et en particulier dans les leucémies, à travers des translocations, à travers des mutations. Mais au fond, les mécanismes intimes de cette transformation, les gènes cibles d'aval, les voies d'aval, sont encore relativement mal comprises, ceci traduisant probablement la multiplicité des effets de RUNX1 au niveau de la transcription, la multiplicité de ces effets sur le linéage cellulaire en contrôlant à la fois l'autorenouvellement, la différenciation et vraiment le cell fate. Et donc, il y a encore de nombreuses études qui sont menées par un certain nombre de laboratoires dans le monde pour mieux comprendre ça. Et probablement, les modèles thérapeutiques dont je vous ai présenté les premières ébauches
seront beaucoup plus actifs quand on aura mieux compris quel est le répertoire des gènes cibles qui contrôlent la transformation cellulaire et donc sur quel gène il faut jouer. Et puis, chose assez intéressante finalement, mal comprise encore une fois, ce sont les relations entre ces deux gènes maîtres extrêmement anciens, P53 et RUNX1. Vous vous rappelez que P53 c'est un gène aussi qui existe dans les formes extrêmement primitives de la vie. RUNX1 comme P53 a fait l'objet de duplication, il y a des homologues qui ont des fonctions un peu différentes. Et au fond, peut-être qu'on touche au centre de la vie, vraiment, avec P53 qui va être le stress et RUNX qui va être l'identité cellulaire. Et là encore, ce sont des fonctions extrêmement anciennes, comme l'expliquait récemment un grand spécialiste de P53, dans des formes extrêmement primitives de vie, P53 n'est pas là pour bloquer le cancer, parce que des cancers dans ces formes primitives, il n'y en a pas. La vraie fonction de P53, c'est de répondre au stress de manière assez universelle. Et dans des formes très évoluées de vie comme la nôtre, la réponse au stress, on la voit surtout dans les manifestations tumorales. Et donc il y a peut-être la même chose avec RUNX1 et l'identité. Dernière chose pour les étudiants dans la salle, voilà des choses, des références que vous pouvez lire qui sont tout à fait à jour et qui vous donneront un éclairage complémentaire et l'intégralité des références disponibles sur cette question. Alors, on va maintenant attaquer le deuxième modèle dont je voulais vous parler dans ce cours, qui est la famille, une autre famille, et un autre gène extrêmement important qui est CEBP-alpha, et qui, vous allez le voir au départ, semblait être un gène relativement complémentaire de RUNX1. Schématiquement, RUNX1, c'est le gène des souches, c'est le gène de l'autorenouvellement, et puis CEBP-alpha, c'était plutôt le gène qui allait forcer la différenciation, qui va permettre d'induire la différenciation terminale. Et puis, on va voir qu'au fond, des études assez récentes ont montré que c'était beaucoup plus compliqué que ça et que ce gène, finalement, il contrôle un peu tout. C'est aussi un gène maître de l'hématopoïèse et c'est également un gène maître qui est muté dans un grand nombre de leucémies. Alors, CEBP-alpha, donc, c'est le chef de file d'une famille de gènes qui est définie par un domaine de liaison à l'ADN qui vous est représenté ici en bleu, un domaine de dimérisation par des hélices hydrophobes qui vous est représenté ici en rouge. Vous avez des consensus ici, avec donc des liaisons par des résidus basiques qui vont interagir directement avec l'ADN, et ensuite un domaine de dimérisation qui va souder finalement, un peu comme une paire de ciseaux, ce domaine à l'ADN. Et puis des extensions N-terminales qui sont de taille variable et qui contiennent des domaines de transactivation, donc des domaines qui vont interférer avec la machinerie transcriptionnelle, comme pour la plupart des facteurs. Alors, on retrouve bien sûr avec la multiplicité de cette famille un thème récurrent en biologie, c'est que quand on a une protéine qui est bien utile, eh bien, la première chose que la nature va faire, c'est de la dupliquer pour modifier un petit peu les fonctions. Et donc là, la fonction, c'est la régulation de l'expression génétique. Alors voilà la manière dont cette famille de protéines va reconnaître l'ADN. Vous voyez qu'on a ces hélices alpha qui vont rentrer dans les sillons d'ADN et qui vont ensuite être stabilisés par une interaction, le domaine de dimérisation, qui est tout à fait C-terminal. On a une véritable paire de ciseaux qui va rentrer et fixer l'ADN, et puis on va avoir ensuite, dans cette partie-là, les domaines de régulation de la transcription, d'interaction avec les autres protéines. Bon, donc c'est une famille, et dans un premier temps, encore une fois, le rôle de cette famille, et en particulier de son membre fondateur, CEBP-alpha, semble être principalement d'induire la différenciation hématopoïétique. Donc on avait ici en haut de la hiérarchie RUNX1 qui va contrôler l'autorenouvellement, l'identité de ces cellules et puis leur autorenouvellement. Et puis en bas, on avait un autre type de facteur de transcription qui, lui, allait arrêter la prolifération des progéniteurs et leur permettre de prendre une voie de différenciation, et en particulier la voie vers les granuleux monocytes. Et effectivement, ces granuleux monocytes et puis leurs progéniteurs expriment très fortement CEBP-alpha.
Et donc tout semblait relativement logique. On avait au fond des protéines facteurs de transcription qui avaient des rôles très complémentaires, donc encore une fois l'identité et l'autorenouvellement des souches, et puis ensuite forcer la différenciation, déterminer une identité cellulaire en arrêtant la prolifération et en induisant des gènes de différenciation. Alors on va voir qu'en fait c'est un peu plus compliqué. Les gènes cibles, les cibles d'aval, eh bien, ce sont les gènes de différenciation myéloïde, donc à la fois des récepteurs aux facteurs de croissance qui vont régler la différenciation myéloïde, et en particulier le GCSF, le MCSF, et puis les gènes spécifiques de la différenciation de la lignée myéloïde, comme sont la myéloperoxydase. Et puis inversement, on retrouve cette double fonction de la plupart des facteurs de transcription impliqués dans la différenciation hématopoïétique. On va activer ces gènes-là, et puis on va inversement réprimer les gènes de prolifération, un élément extrêmement important, et puis réprimer les gènes érythroïdes pour, encore une fois, forcer ces progéniteurs à rentrer dans une cascade de différenciation. Bon. Donc, l'inactivation germinale, d'abord. Alors, si on regarde le sang, eh bien, on va retrouver ce à quoi vous vous attendez. C'est-à-dire qu'on a ici une moelle normale avec toutes sortes d'éléments divers, et en particulier des granuleux, que vous voyez ici, qui signent l'existence de cette différenciation myéloïde terminale. Eh bien, si on inactive l'expression de CEBP-alpha, on a des progéniteurs qui s'accumulent, et on n'a plus de granuleux, ce qui traduit bien sûr le fait qu'on a interrompu cette branche, on a interrompu la différenciation des CMP et des GMP, et donc on n'a plus les espèces qui vont dériver de ces progéniteurs. Alors, la situation est un peu plus complexe que dans le cas de RUNX1 parce que pour CEBP-alpha, il y a d'autres tissus cibles, il y a d'autres types de différenciation qui sont absolument indispensables, et en particulier sur le foie. Et la glycogénolyse va nécessiter l'activation de la voie CEBP-alpha dans le foie. Et il y a également un phénotype sur la différenciation des adipocytes, et donc l'établissement d'un tissu gras nécessite également CEBP-alpha. Et donc ceci, la glycogénolyse, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet de faire du sucre quand on s'arrête de manger, et donc ça induit la mort périnatale chez les souris, ce qui va obliger donc à faire des inactivations tissus spécifiques avec le système flox-creux, de manière à supprimer l'expression de CEBP-alpha de manière tissu spécifique. Donc, une inactivation germinale qui, au fond, un peu attendue compte tenu de cette fonction de différenciation des terminales des lignées hématopoïétiques, et puis d'autres tissus cibles importants, le foie et puis la graisse. Alors, une différence aussi au niveau de la biologie moléculaire, c'est que historiquement, CEBP-alpha était un des premiers facteurs pour lesquels on a suggéré un rôle de pionnier. Et ce rôle de pionnier, on en a parlé dans le premier cours, c'est en fait la capacité à aller ouvrir de la chromatine dense. C'est prendre une chromatine associée donc à des régions qui ne sont pas exprimées et à remodeler cet assemblage chromatinien. Et un des complexes extrêmement importants, dont on a parlé dans les cours précédents, en particulier l'année dernière, c'est le complexe SWI/SNF, qui est un complexe enzymatique qui va permettre d'enlever les nucléosomes, donc à la fois de défaire cet arrangement compact des nucléosomes, et puis d'enlever spécifiquement des nucléosomes pour permettre l'entrée de facteurs de transcription. Et donc dans les adipocytes, donc dans les cellules du tissu gras, eh bien, il a été très bien documenté que l'un des rôles de CEBP-alpha, c'est de recruter ce complexe SWI/SNF, d'ouvrir la chromatine, et en ouvrant la chromatine, on va avoir le recrutement d'un récepteur nucléaire qui est le PPAR-gamma, qui va ensuite, en conjonction avec CEBP-alpha, permettre d'activer les gènes cibles permettant le développement des adipocytes.
Alors, la même chose, et ça on y reviendra dans le cours prochain, a été impliquée pour l'initiation des leucémies, et en particulier dans les leucémies associées à des réarrangements du gène MLL. Eh bien, pour que ce gène MLL soit actif, il va falloir ouvrir un certain nombre de leucies. Et cette expérience extrêmement élégante a été faite en montrant que des cellules hématopoïétiques pour lesquelles CEBP-alpha avait été inactivé sont complètement résistantes à l'action leucémogène des fusions MLL. Donc les fusions MLL, qui sont parmi les oncogènes de leucémie les plus violents, sont complètement inefficaces si, au fond, la chromatine n'a pas déjà été préparée par CEBP-alpha. Et cette préparation de la chromatine va conditionner l'obtention de types cellulaires qui vont être les cibles de la transformation par MLL. Et si on n'a pas obtenu ce type cellulaire, si on n'a pas préparé cette chromatine, eh bien, ces fusions seront totalement inefficaces. Alors, de manière tout à fait remarquable, c'est qu'une fois qu'on a permis l'action de MLL, eh bien, CEBP-alpha n'est plus nécessaire. Et donc, on peut exciser dans une leucémie déjà établie CEBP-alpha, et ça n'a aucun effet. Ce qui veut donc dire qu'on a un effet permissif. Il faut que la cellule d'origine existe, il faut que la chromatine ait été bien préparée pour que l'oncogène agisse, mais une fois que ce travail a été fait, on n'a plus besoin du facteur de transcription. Et pour ce qu'on appelle la maintenance, la continuation finalement du phénotype leucémique, on n'a plus besoin de CEBP-alpha. Et puis, peut-être l'expérience la plus frappante de ce rôle pionnier, celle que je vais vous montrer maintenant, pour la reprogrammation génétique, pour obtenir en particulier des lignées de type IPS, pour retrouver avec l'expression des facteurs de Yamanaka un phénotype de cellules pluripotentes, eh bien on peut augmenter formidablement l'efficacité grâce à l'expression de CEBP-alpha. Encore une fois, CEBP-alpha, grâce au complexe SWI/SNF, va pouvoir préparer la chromatine pour l'action de reprogrammation des autres facteurs. Alors, je vous ai déjà montré cette diapositive dans mon premier cours. Cette reprogrammation, cet effet pionnier, a été en fait d'abord montré il y a une quinzaine d'années dans Cell par des expériences frappantes de transdifférenciation artificielle dans lesquelles on prend un lymphocyte B, donc une cellule totalement différenciée, productrice d'immunoglobulines, et qui normalement ne se convertit jamais dans des cellules myéloïdes. Mais si on exprime, grâce à un virus, un taux très élevé de CEBP-alpha, eh bien on va avoir ce franchissement des barrières de différenciation. On va partir de cette cellule B, on va avoir un état intermédiaire avec des marqueurs qui sont et des marqueurs B et des marqueurs de macrophage, et on va obtenir à la fin une cellule qui est un macrophage totalement différencié, comme vous pouvez le voir là, avec l'étude des marqueurs de surface. Vous voyez que dès l'expression de CEBP-alpha, les marqueurs de lymphocytes B vont diminuer, et puis à partir de 2 jours, on va avoir une expression extrêmement forte des marqueurs qui caractérisent les macrophages. Et ceci a été lié au niveau des réseaux de gènes cibles à une coopération entre CEBP-alpha et PU1 qui vont donc activer les gènes myéloïdes dont on a parlé tout à l'heure, et en particulier les récepteurs de cytokines, qui en même temps vont avoir un effet direct de répression des cibles de PAX5 et qui vont donc éteindre un programme pour en rallumer un autre. Alors, ceci avait été fait avec des lymphocytes B primaires. Des études récentes du groupe de Stanford ont montré qu'on peut faire exactement la même chose avec des cellules leucémiques. Donc, en prenant des cellules leucémiques qui expriment des marqueurs de lymphocytes B, si on exprime fortement CEBP-alpha, eh bien, on va pouvoir induire, l'échelle est logarithmique, et on va pouvoir induire une très forte proportion de macrophages, et on va donc transformer des cellules leucémiques de type lymphocytaire en des cellules non leucémiques de type macrophagique, ces cellules exprimant toujours finalement l'oncogène, mais n'ayant perdu leur caractère immortel. Alors ces
ces réseaux ont commencé à être approchés par des études de type biologie de synthèse en regardant les réseaux transcriptionnels qui sont modifiés par l'expression de CBP-alpha dans la conversion entre des lymphocytes B et des macrophages. Et donc, vous avez un réseau de facteurs de transcription, on retrouve PAX5 dont on a déjà parlé, un réseau de facteurs de transcription qui s'activent tous les uns les autres, donc qui vont contribuer à déterminer la nature de lymphocyte B avec des gènes cibles d'aval qui vont déterminer, là encore une fois, le phénotype de ces lymphocytes B. Et lorsque l'on exprime fortement CBP-alpha, on va éteindre complètement ce réseau, éteindre celui-ci aussi, et puis mettre en route un deuxième réseau, un réseau positif cette fois-ci, de CBP-alpha, qui va activer un autre membre de la famille, CBP-bêta, qui va activer Q1 dont on a déjà parlé, qui va réactiver CBP-alpha, et on va remettre en route un nouveau cercle d'activation transcriptionnelle qui va ensuite activer des gènes cibles d'aval qui vont être responsables donc de l'acquisition du phénotype macrophagique. Alors pour terminer, on va parler de travaux assez récents de la reprogrammation des lymphocytes B en utilisant donc les fameux facteurs de Yamanaka, OCT4, SOX2, KLF et MYC, qui vont être capables de transformer des fibroblastes en cellules souches pluripotentes. Eh bien, on peut faire la même chose en partant de lymphocytes B, mais cette reprogrammation est infiniment plus efficace en présence de CBP-alpha. Et ceci a été directement vu au niveau de l'activation des gènes cibles. Et si on prend un certain nombre de gènes cibles qui caractérisent ces cellules pluripotentes, eh bien on voit qu'elles sont beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement activées dans des lymphocytes B si on a au préalable exprimé CEBP-alpha, ce qui est la courbe rouge par rapport aux conditions sans CEBP-alpha. Et ceci a été rapporté en fait à l'activation d'une protéine qui est TET2 et qui est impliquée dans le contrôle de l'état épigénétique des cellules. Et vous vous rappelez probablement des cours de l'année précédente que TET2 est un gène qui est muté dans un certain nombre de leucémies. C'est l'un des prototypes du régulateur épigénétique qui est muté. Et donc non seulement on a une induction globale du niveau de TET2, mais au niveau des gènes de pluripotence, on va avoir une fixation de TET2 qu'on peut voir ici en chip, et on va avoir une modification du profil de méthylation. Et donc c'est vraiment l'exemple, et ceci a été publié dans Nature il y a quelques années, c'est vraiment un exemple de reprogrammation épigénétique induite par l'expression de CBP-alpha, donc dans lequel CBP-alpha va d'abord induire fortement l'expression de TET2 et ensuite permettre à TET2 d'aller ouvrir la chromatine directement et de rendre cette chromatine accessible pour les facteurs de reprogrammation. Bon, alors, quelques diapos encore pour vous montrer que des études avec des knock-in ont été faites pour essayer de raffiner le rôle de la compréhension du rôle de CBP-alpha dans la détermination de la masse de tissu gras. Donc ici, vous avez le tissu gras abdominal péri-ovarien. Vous avez l'ovaire et l'utérus. Donc ça, ce sont des souris normales. Et ce que se proposait de faire ces études, c'est d'étudier pas seulement le rôle de CBP-alpha, mais d'étudier un des rôles de CBP-alpha qui est l'interaction avec le cycle cellulaire, l'interaction avec E2F. Et donc, ce que ces auteurs ont fait, c'est en fait des expériences de transgénique avec un mutant qui n'est plus capable d'inactiver, un mutant ponctuel qui n'est plus capable d'inactiver E2F. Et ceci va donc permettre in vivo de voir la contribution de l'arrêt de cycle
induit par ce EBP-alpha au processus de différenciation du tissu gras. Et vous voyez que c'est tout à fait frappant. Au fur et à mesure qu'on augmente la charge allélique de ce mutant, eh bien, on va avoir une disparition progressive du tissu gras, démontrant donc que c'est à travers la capacité de ce EBP-alpha à inhiber la prolifération cellulaire qu'on va pouvoir avoir la disparition de ce tissu gras, donc au moins montrant que l'interaction avec la voie E2F est indispensable à la différenciation. Alors, ça ne veut pas dire que c'est suffisant, mais ça veut dire que c'est essentiel. Et au niveau des cellules sanguines, on a exactement la même chose. Vous voyez, si on regarde les cellules qui correspondent donc aux granuleux, vous les voyez ici par des analyses de Fax, comme cette population-là, et puis on voit très bien ces cellules en anneaux qui représentent les granuleux au stade ultime de différenciation. Eh bien, on voit qu'au fur et à mesure qu'on augmente la charge du mutant, eh bien, ces cellules disparaissent. Elles disparaissent de la moelle et elles disparaissent du fax, montrant donc que l'interaction, qu'au fond, dans ce programme déclenché par ce EBP-alpha, il y a un rôle absolument essentiel de l'arrêt de cycle. Donc, pour induire la différenciation des progéniteurs, il faut d'abord arrêter le cycle et puis ensuite induire un certain nombre de gènes qui vont être responsables de la différenciation cellulaire. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et donc dans le dernier cours, nous allons voir comment, au fond, CEBP-alpha nous a réservé beaucoup de surprises à travers l'étude des mutants associés aux leucémies et à travers la capacité, au fond, d'un gène, qui est un gène monoexonique, de faire deux protéines différentes. Et ces deux protéines différentes ont fait des effets antagonistes. Et ceci va montrer que ce gène, qu'on pensait être essentiellement un gène de différenciation terminale, a également un rôle important dans l'autorenouvellement des souches, qui a été finalement découvert à travers l'étude des leucémies. Voilà, à la semaine prochaine, merci.